Bon, alors on va parler du poids de la neige. Oui. On est très content. Je m'en Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On est très content de parler du poids de la neige et du précédent roman, Le fil des kilomètres, ce soir. Donc pour en dire quelques mots pour ceux éventuels qui l'auraient pas lu ici ce soir, sur le poids de la neige, il y a un narrateur, un homme qui est rescapé d'un terrible accident de voiture et qui se retrouve, donc cet accident s'est produit pendant qu'il rejoignait son village natal après de nombreuses années d'absence où il voulait retrouver son père. Et donc il se retrouve immobilisé, les jambes cassées et confié aux soins d'un homme beaucoup plus âgé que lui, Mathias, qui va prendre soin de lui dans un contexte de panne d'électricité générale, d'hiver. Et ils se retrouvent tous les deux en huis clos dans une maison isolée à 1 heure de marche au-dessus du village. Avec Mathias qui était assez réticent en fait au départ à s'occuper de cet homme, mais qui a accepté parce que il n'a qu'une envie, c'est de réussir à pouvoir quitter cet endroit pour retrouver sa femme qu'il a perdue dans ce contexte de panne et d'une apocalypse dont on va deviner au fur et à mesure du récit un peu ses contours, même si ça reste assez énigmatique. Moi j'ai adoré ce roman, j'ai trouvé qu'il était vraiment fascinant parce que d'abord c'est ce huis clos immobile, parce que pour l'essentiel on est dans la maison ou dans ses alentours, entre ces deux hommes. Fascinant parce qu'il se passe assez peu de choses, le roman est centré autour de gestes quotidiens assez banals et puis des souvenirs du narrateur. Et puis donc il y a la panne d'électricité, l'hiver, la neige, qui agit comme ce qui fait l'enfermement et qui fait monter la tension au fur et à mesure que on mesure les centimètres de neige qui envahissent. Et puis tu réussis à porter la tension à un point ultime et à la maintenir comme ça pour le lecteur à ce point de tension pendant tout le roman. Et puis il y a le face-à-face de ces deux hommes en fait, qui est dans lequel on peut lire l'effondrement de la société, l'effondrement de ce qui s'est passé tout autour dans cette relation intime, et puis la fragilité désormais à la fois de leur communauté, de leur solidarité, le fait que ça peut basculer à tout moment dans la violence ou qu'au contraire il y a une solidarité qui peut se reconstruire. Voilà, donc j'ai trouvé que c'était de ce point de vue-là un roman vraiment très impressionnant dans toute son immobilité. Une des premières choses qui m'a frappée, c'était le contraste avec ton premier roman, donc, qui s'appelait Le fil des kilomètres, où le personnage principal, le narrateur, traversait le pays en voiture pour retrouver son père, et qu'on découvrait au fur et à mesure de cette traversée la panne d'électricité générale qui plongeait le pays dans une situation de guerre civile, d'apocalypse. Et le poids de la neige, donc il est à la fois dans la continuité de ce premier livre, il peut se lire de manière totalement indépendante. Et ces deux livres, en fait, ils suivent, d'une certaine manière, ils se ressemblent, c'est le contexte général de la panne, mais en même temps, ils s'opposent, puisqu'il y en a un qui est le récit d'un mouvement le long d'une route, il y en a un qui est totalement immobile dans la maison, dans la neige. Voilà, donc je voulais savoir comment était venue l'idée de la construction de ces deux livres. Eh bien, il y a plein de choses à dire là-dessus, mais d'abord sur leur ressemblance ou différence formelle, c'est certainement le fil des kilomètres, c'est en mouvement alors que le poids de la neige, on est dans l'immobilité. Cependant, moi j'ai l'impression d'avoir écrit à peu près, à peu de choses près, la même histoire. Et je le dis un peu en riant dans la mesure où, dans les deux cas, on se retrouve dans un certain huis clos, dans un espace restreint, dans le premier, dans l'habitacle d'une voiture, et on regarde les paysages défiler, de l'autre côté du pare-brise. Et dans l'autre cas, on est dans une petite véranda annexée à une maison un peu plus grande, mais où le personnage, en plus de ça, est contraint à rester habité puisqu'il a les jambes cassées, et donc à regarder le lent mouvement du paysage à travers la fenêtre. Donc, au niveau formel, c'est très ressemblant. Donc là, je me dis, est-ce que je serai toujours condamné à écrire la même histoire pour le restant de mes jours? On le verra bien. Mais pour l'instant, je trouve qu'il y a plusieurs ressemblances. Si l'électricité, revient, peut-être. Ah ben voilà, en fait, on voit. Ça a changé, c'est ça. Mais dans le fond, dans le processus d'écriture du deuxième roman, du poids de la neige,
je voulais au début, une histoire que je voulais raconter autour, on en parlait un peu d'emblée, un peu plus tôt, autour, dans le fond, d'une relation intergénérationnelle. Je voulais raconter une amitié entre deux hommes, hein, séparés par 40 ans et des poussières d'âge à peu près de l'Église. Il n'y a rien qui soit précisé à ce niveau-là. Et donc raconter avec, les moments de tendresse surtout, mais aussi les difficultés, le changement des rapports de force. Mais donc, pour mettre ça en lumière, j'ai pas résisté. C'est vraiment ça, là. J'ai pas résisté à la tentation de reprendre certains éléments du fil des kilomètres. Notamment, a priori, au début, c'était la panne d'électricité. Parce que je chantais aussi que la panne d'électricité, ben c'était un procédé littéraire, et je fais cette boutade-là, je me permets de la faire et je la fais souvent, mais la panne d'électricité, simplement me permet de mettre en lumière les relations humaines ou ce qui passe inaperçu dans les relations humaines en temps normal. C'est vraiment ça. Donc, ce n'est qu'un prétexte et ce n'est pas une fin du monde accomplie. On n'est pas dans le post-apocalyptique non plus. Hein, ce ne sont pas, il n'y aura pas de volcan qui va exploser ou d'épidémie qui va raser, qui va faire que la population va s'éteindre. Non, il n'y a plus d'électricité. Les institutions, toutes les institutions qui orientent nos comportements, qui les dictent, dont on a intériorisé les fonctionnements, mais s'effondrent, s'effritent assez rapidement. Donc, on se fait un peu un retour à la solidarité traditionnelle communautaire. Mais on n'est pas encore, c'est pas tant la fin du monde, c'est juste une reconfiguration du monde que l'on connaît. Et donc, à partir de là, je me suis dit, bon, maintenant qu'à reprendre la panne d'électricité, je pourrais avoir un personnage qui a les jambes cassées, puis que la relation d'amitié tourne autour de l'idée de prodiguer des soins, et donc je pourrais reprendre le même personnage qu'il y avait dans le fil des kilomètres. Et donc, là, c'était à un moment-là, j'ai dit, c'était pas planifié au départ, mais donc j'ai dit, je pourrais vraiment donc créer une filiation entre les deux romans, c'est un peu comme ça que ça s'est produit. Et au final, on se ramasse avec deux romans qui ne sont pas une suite, qui ne sont pas des tomes, mais qui, malgré tout, ne sont qu'un seul et même récit. Même si chaque partie est entièrement, férocement indépendante. Ouais. Alors les deux hommes, donc en huis clos, il y a beaucoup de choses qui les opposent. Il y a la génération, bien sûr, on vient d'en parler. Il y a aussi l'un qui est autonome, l'autre qui est dépendant. Il y a aussi la parole, le goût pour les mots et les livres, puisqu'il y en a un qui parle très peu, qui parle pas du tout au début, et puis l'autre qui aime les livres, qui aime lire. Et donc, les habitants ont imposé à l'homme le plus âgé le fait de prendre en charge les soins du plus jeune en échange d'une promesse. Et puis tu arrives vraiment à mettre en lumière les tensions et puis les liens qui se lient entre ces deux hommes, la manière dont ils s'apprivoisent, dont par moments on a l'impression que ça va exploser ou ça explose réellement entre eux. Donc je voulais savoir comment ce couple-là aussi s'était formé, ces deux personnages. Lorsque j'ai eu l'idée de reprendre un personnage du fil des kilomètres, qui est un personnage en même temps anonyme, le protagoniste, en fait, comme c'est un récit aussi à la première personne, c'est un regard très, je dirais, immédiat aussi, qui est raconté au présent de l'indicatif. Pour moi, c'est important c'est comme ça rend, j'ai l'impression qu'on est plus près de la réactivité du personnage principal, bien qu'il soit taciturne pendant un grand moment du récit, puis qu'il soit l'idée, il est toujours, c'est ça, on suit, n'empêche, le fil de sa pensée ou le fil de sa conscience. Et ce qui est intéressant, dans le fond, c'est de créer un personnage senior, donc, mais qui était un peu son opposé. Donc, physiquement, s'il y a des jambes cassées, techniquement, ça, c'est physiquement en forme, souple, puissant, mais il fait aussi ses exercices, qui prend vraiment soin de lui, contrairement au personnage principal aussi, dont le moral est très bas, non seulement parce qu'il a les jambes cassées, mais aussi parce qu'il voulait retrouver son père, il comprend que son père est mort, puis qui est un peu désespéré du sens de sa propre vie, mais il l'était bien avant, même que tout cela arrive. Là, on sent que c'est quelqu'un un peu de noir, alors que le vieillard
et s'émerveille des choses et vraiment dans l'action et dans l'ouverture des yeux et du cœur. Il y a vraiment une autre posture complètement. Et si le personnage principal est un être manuel, un mécanicien, hein, c'est très important, puis c'est dans le rapport aussi aux détails, au concret, aux petits faits et gestes dont vous avez parlé tantôt, bien, Mathias de s'opposer à lui, je voulais que Mathias s'oppose à lui en étant beaucoup plus porté vers le monde de la culture. Puis donc, c'est une façon, certes, où je m'amuse à mettre en abîme le rapport à la littérature, au texte, au récit. Puis, donc, Mathias est un lecteur pour le personnage. Puis il y a une scène qui est importante pour moi, qui est révélatrice de cette tension-là. On est vers la fin du roman, on est au 4e quart, et là, le personnage commence à aller mieux, il boite, mais il est autonome, il peut marcher, et il trouve un quad dans une remise, et il se dit, bon, ben, je vais pouvoir aller en faire tourner, voir ma famille qui sont là en montagne, puis il y a un moment où il est heureux, et il fume une cigarette parce qu'il trouve un paquet. Les cigarettes sont rares dans ce contexte-là. Et donc, c'est un moment de joie très simple. Et là, le soleil qui chauffe le côté de son visage. Pour lui, c'est un moment de bonheur. Il s'avance un peu sur le bord du lac gelé. Et c'est le printemps aussi qui commence à se faire sentir. Et évidemment, whoop, il tombe dans le lac, l'eau froide, il y a de l'eau au-delà des cuisses, réussit à sortir du trou, mais tombe immédiatement en hypothermie, tente de rentrer dans la première maison qu'il voit, ça fonctionne pas, oui, il va changer, c'est ça, il réussit à retrouver du linge, descend pour retrouver à la maison où il était, et là, mais qu'il avait abandonné, c'est ça, et là, il a froid, et il doit faire un feu, mais ils ont déjà tout brûlé les meubles, ils ont brûlé les lattes du plancher, il reste presque plus rien à brûler, sauf et Mathias n'est pas là, sauf les livres de Mathias. Et là, comme Mathias n'est pas là, le personnage principal, pour lui, et c'était un plaisir de mettre en scène un peu ce sacrilège-là, de faire un autodafé, pour lui, ceci est avant tout, comme c'est un être manuel, pratique, à la fois ingénieux aussi, il faut pas oublier. Et ceci est une ressource de papier qui peut dégager tant de chaleur et qui bulle très bien parce qu'il est très sec. Et donc, la littérature lui aura sauvé la vie à ce moment-là parce qu'il aura brûlé 5-6 livres. Et le lendemain, quand Mathias revient dans la maison, malgré tout, bien qu'il ne soit pas un lecteur, le personnage principal voit, puisque c'est comme ça que les livres se consument, c'est-à-dire il reste tout le temps des petits bouts de papier avec des lettres. On voit qu'on a brûlé du papier, quand on brûle, mettons, des papiers journaux aussi, on le voit. Il reste tout le temps, on voit que c'est ça qui a brûlé avant, il reste des traces dans la cendre, et avec un bâton, il essaie quand même de masquer, hein, il sait qu'il a commis un crime, même s'il n'est pas un lecteur, parce qu'il sait l'importance de la littérature aux yeux de Mathias. Et donc, c'est dans cette mise en abîme-là, de la littérature et du texte que les deux personnages se construisent de façon opposée, complémentaire, antagoniste, c'est tout le temps autour de ça. Peut-être on entend notre premier extrait. Tout le monde l'avait lu à part moi, enfin, donc c'est pas un spoiler trop gênant, à part pour moi. Ah non, mais c'est ça. J'ai pas lu encore. C'est pas un spoiler. Ben non, vraiment pas. Ben, c'est ça. C'est ça. Oui, mais comme il se passe rien là, tout le long du roman, la boutade que je fais tout le temps en riant, je dis, mais c'est l'intérêt d'une histoire où il se passe peu de choses, c'est que tout peut arriver à chaque instant. Et c'est là où on fait de la littérature. Mais c'est une des choses moi, que j'ai trouvé extraordinaire dans ce livre, et au-delà de la boutade, mais vraiment, hein, c'est qu'on a l'impression que tous les futurs sont possibles. Mm-hmm. Vraiment tout le temps, quoi. Oui, il est bien Comme- plus énigmatique qu'il n'y paraît, ce roman. Comme Oui, ils sont en huis clos et qu'il y a ces projections, mais alors très feutrées, très subtiles sur ce qui se passe à l'extérieur dans le village, au-delà du village, là on sait qu'il y a une panne, mais voilà. Et donc on a l'impression, voilà, et puis bon, ils ont le projet quand même de partir, hein, tous les deux à leur manière, et on a vraiment l'impression que tous les futurs sont possibles, et c'est aussi ça, au-delà de l'enfermement et tout ça, qui maintient la tension et qui est remarquablement fait, je trouve. Ben, tant mieux, ça me touche, hein. Mais c'est un peu ça que j'essayais de faire, en tout cas, là, qu'on ait l'impression qu'il se passe des choses, bien que rien a priori dans les faits concrets ait une grande importance, mais puisqu'ils sont faits avec une certaine
intention, la façon dont on dépose un verre quelque part, la façon dont on va tourner notre tête, ben, en fait, c'est porteur d'une certaine signification et c'est apte à faire monter une certaine tension. Ben donc, je vais vous lire un petit chapitre qui fait à peine 2 pages, là. Le chapitre 41. La porte s'ouvre et une bouffée d'air froid s'engouffre dans la pièce. Mathias s'avance et jette une brassée de bois près du poêle. Les bûches s'entrechoquent et des morceaux d'écorce tombent sur le sol. Mathias se défait de son manteau, s'agenouille et remue le feu avec le tisonnier. Derrière lui, ses traces de bottes fondent et s'étendent en suivant la dénivellation du plancher. « Il ne fait pas très froid, » dit-il en tendant les mains vers la chaleur. « Mais c'est humide, ça transperce les os. » Quand les flammes grondent en léchant les parois métalliques du poêle, Mathias referme les portes et met une marmite de soupe à chauffer et se retourne vers moi. Ses longs sourcils, ses cheveux blancs et les rides éclatantes qui sillonnent son front lui donnent des airs de savant fou. « J'ai quelque chose pour toi !» Je sourcille. Mathias saisit le cylindre doré qui était sur la table et me le tend. Un large sourire fend alors son visage. Le cylindre est lourd et télescopique. Ses extrémités sont vitrées. Je le retourne dans tous les sens. C'est une longue vue, comme celle que les marins utilisaient autrefois pour repérer la ligne du rivage ou les navires ennemis. « Regarde dehors !» Je me redresse dans mon lit, déploie le tube coulissant et le colle à mon œil. Tout converge alors jusqu'à moi et chaque chose se découpe avec précision, comme si j'étais enfin de l'autre côté de la fenêtre. Les traits noirs des oiseaux, les empreintes de pas dans la neige, le calme déroutant du village, l'orée de la forêt. Regarde encore! Je connais pourtant ce décor par cœur. Je l'observe depuis longtemps. Je ne me souviens plus vraiment de l'été à cause de la fièvre et des médicaments, mais j'ai vu le lent mouvement du paysage, le gris de l'automne, la lumière rougeoyante des arbres. J'ai vu les fougères se faire mâcher par le givre, les autres herbes casser à la moindre brise, les premiers flocons se poser sur le sol gelé. J'ai vu les traces laissées par les bêtes qui inspectaient les alentours après la première neige. Et depuis, le ciel n'en finit plus d'ensevelir le décor. L'attente domine le paysage et tout a été remis au printemps. C'est un décor sans issue. Les montagnes découpent l'horizon, la forêt nous cerne de toutes parts et la neige crève les yeux. « Regarde mieux !» lance Mathias. J'examine la longue perche qu'il a installée dans la clairière un peu plus tôt dans l'après-midi. Et je remarque alors qu'il l'a minutieusement graduée. « C'est une échelle à neige !» annonce-t-il triomphalement. Avec la longue vue, je peux voir que la neige atteint 41 cm. Je considère la blancheur du décor pendant un instant, puis me laisse choir sur mon lit en fermant les yeux. « Merveilleux, me dis-je. Nous allons désormais pouvoir mesurer notre désarroi. » Fin du chapitre. Alors donc, c'est un journal de bord qui est écrit à la première personne par le narrateur bloqué. Donc on a parlé de la forme qui se ressemblait entre les deux romans. Il y a une des choses qui m'a frappée, au-delà de ce qu'on découvre dans ce chapitre, donc qui est pourquoi les chapitres sont numérotés de cette manière. Dans le fil des kilomètres, c'était comme une grande traversée à bord d'une voiture qui était comme une embarcation fragile qui avait l'air de flotter sur la route. Et là, il y a aussi du vocabulaire marin. Ils sont comme deux naufragés. C'est une Robinsonade, hein. On l'a entendu. Une sorte de Robinsonade. On l'a entendu dans le chapitre, effectivement. Il y a ce côté de traversée et de naufragé. Et on pensait évidemment d'installer. C'était volontaire, ce rapprochement. En même temps, c'est très terrien. On va parler du paysage après. Mais... Bah oui, mais c'est tout le champ lexical de la mer, hein, qu'on a. C'est un lieu commun, souvent dans bien des textes, mais c'est quoi le pas de neige? Ben, c'est l'histoire de la traversée d'un hiver. Donc, bien que ce soit une traversée immobile, c'est quand même une traversée. Et la neige, est comme une mer figée. Et d'un jour à l'autre, le vent va sculpter des vagues différentes, le vent va tourbillonner. Donc, c'est ce qui est là tout un réseau
de métaphores possibles, donc avec le champ lexical maritime. Hein. Et donc c'est tout un plaisir de jouer avec ça. Et dois-je le dire, comme Robinson Crusoe, même la version de Defoe est un récit fondateur dans, je pense, même l'imaginaire occidental, mais dans ma vie. C'est un des textes qui m'a mené vers la littérature alors que j'étais tout jeune. Hein. Puis qu'après avoir lu Vendredi ou les Limes du Pacifique un peu plus tard, là, j'ai découvert l'ampleur possible donc, qui pouvait être au sein d'une seule histoire. Bien, c'est tenté après ça de faire des petits rapprochements comme ça lorsqu'on les juge appropriés. Ouais, alors dans les deux romans, le paysage, en particulier dans celui-là, évidemment, le paysage est omniprésent et il est à la fois somptueux, magnifique, il se projette et en même temps il est dramatique et menaçant. Et puis il y a une différence dans le premier, ce qui dominait c'était cette idée de l'immensité. Ici il y a une dimension d'immensité, mais en même temps il y a ça referme, enfin la neige referme complètement le paysage autour des hommes. Et ce qu'on voit, c'est que quand la technique humaine est défaillante, donc avec la panne d'électricité, la puissance des hommes n'est plus rien. Elle se disloque complètement face à celle de la nature qui les dépasse complètement. Donc la neige est à la fois le moteur dramatique essentiel du livre sur cet enfermement, et puis en même temps la représentation d'une confrontation intense et poussée à un point extrême avec la nature. En ce sens-là, la neige est un prétexte aussi. Elle est nécessaire. C'est la marée haute de l'hiver. Et donc, si elle n'est qu'accessoire, mais en même temps est un accessoire fondamental dans la mesure où la neige me permet de faire la prise d'otage, et de confiner mes deux personnages qu'a priori tout oppose. C'est justement ça l'intérêt. À l'intérieur d'une seule et même pièce pendant plusieurs mois. Donc, et la neige qui s'accumule aussi, il faut la considérer avec la panne d'électricité dans la mesure où toute la structure sociale établie s'effondre. Eh bien, la neige, là, il y a les chemins, il n'y a plus personne qui est là pour aller, ce qu'on appelle ouvrir les chemins, sortir la neige des chemins pour qu'on puisse circuler. Et donc, on est livré, dans le fond, à l'hiver, et donc à attendre qu'il fonde. Et donc, c'est un rapport, au final, au temps qui est mis en relief là-dedans, puis autour duquel s'articule toute la relation entre les deux personnages. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'était pas un roman post-apocalyptique, mais il y a quand même, je trouve que c'est magistral, parce qu'il y a quand même cette atmosphère post-apocalyptique qui est diffusée avec très peu de mots. Oui, c'est une des choses que j'ai trouvé magnifique dans le livre, c'est cette économie de moyens aussi. C'est-à-dire que il y a très peu de mots, il y a très peu de gestes, et pourtant il y a un état de tension qui est très haut, qui peut faire penser à la fois à un thriller, un roman post-apocalyptique, en tout cas, ou une atmosphère post-apocalyptique diffusée. Oui, parce qu'il faudrait définir déjà un roman post-apocalyptique, parce que si vous pensez que c'était pas un roman post-apocalyptique, pour moi c'est totalement c'en est un. Il n'y a pas de zombies, il n'y a pas de choses comme ça, mais le post-apocalyptique, ça ne veut pas forcément dire que du truc... Mais on laisse ce choix de choisir en même temps si c'est post-apocalyptique ou pas. Après, ça dépend de la définition qu'on a tous. Ce livre, il a été lu, je travaille dans une bibliothèque à une 50aine de kilomètres de Paris, dans le Nord, et je fais partie, on a plusieurs comités de lecture, dont 2 adultes, donc je fais partie, et on a une lecture commune en fin d'année, au mois de juin, et ce livre-là qui a été choisi. Donc tout le monde l'a lu. Donc je dis pas qu'il a fait l'unanimité. J'espère pas. Mais il y a eu de âpres discussions. Donc nous, les 3 bibliothécaires, nous on l'avait lu en premier et nous on était complètement emballés. D'ailleurs, on était vachement déçus qu'il y en ait qui l'aiment pas. Je ne sais pas parce que vous savez quoi, mais ça me rassure. Quand on aime vraiment un bouquin, c'est vrai qu'on se bagarre pour et puis voilà. Et c'est vrai qu'on était partis, certains étaient partis sur ce sujet-là. Et tout d'un coup, quelqu'un a dit, attendez, c'est une panne de courant. Qu'est-ce qui nous dit que c'est post-apocalyptique, quoi? Il n'y a pas eu...
Il n'y a pas eu un nuage nucléaire, il n'y a pas, enfin, il y a rien qui dit. Une panne Non, mais, le courant assez d'électricité qui long, dure quand pendant mais plus ça reste plus de quand quelques même. mois, c'est le début d'un... oui, mais on est au Ouais, mais Canada. pas de Non, mais courant on qui est, dure, on c'est est en moche. pleine nature au J'avais Canada. lu un livre juste Non, avant. mais c'est rude, hein, quand même. Non, Il moi, parle c'est dans d'un 3 jours. blackout pendant plusieurs mois. Américaine. Il suffit de 3 jours d'une panne d'électricité globale pour tout dérégler. Mhm. Donc là, au Canada, dans un endroit hyper... Attention, les lieux, il n'y a aucun lieu géographique dans le Oui, texte. non, mais bon, mais un endroit où il y a de la neige. mais le Un endroit où il y a livre de la est- neige, La neige, on d'accord. sait que c'est pas la Ouais, il Russie. y a des montagnes. un C'est pas peu. la France, en tout cas, non plus, parce que... Après, la dans les neige, Vosges. Parce que DF, il établit Ah ça en oui, ou 24 sur heures. ouais, Ouais. c'est peut-être Ouais. différent. Ouais. Bref, peu importe. Mais dans un endroit reculé, où il y a de la neige, On est loin à pied de tout, quand même, Voilà. hein. Les Vosges, on peut marcher. Ouais, ça. Ah. s'il n'y a pas d'électricité pendant En plus de Sibérie. 3 jours, C'est c'est au Canada. Ouais, quand même. c'est le début de la fin. On ne peut plus approvisionner les magasins, on ne peut plus approvisionner les pharmacies, les gens n'ont plus de médicaments, n'ont plus... Enfin, une panne d'électricité, c'est le début de la fin. C'est Tout apocalyptique marche. pour les gens, Donc, mais ça c'est veut pas pas dire ça, que c'est c'est- post-apocalyptique. Ben ouais, mais est-ce aussi, tu Mais sais, c'est pourquoi vous avez l'expression, pas courant? il y a l'expression, Ah, ils c'est sont la fin peut-être du monde sur ça, tel qu'on ouais. le connaît. Oui, mais ça dure depuis plusieurs mois. C'est Ça dit dure dans depuis le plusieurs livre. mois, mais les gens ne meurent pas. Il y a des gens qui décèdent dans l'histoire, tout ça, mais il n'y a pas de, justement, tu sais, d'épidémie, il n'y a pas de, Mais la femme de les gens ne Mathieu- s'entretuent pas, littéralement. Mais on sent On bien se méfie, il y a Mais une la- mais attention, les gens se méfient, les gens Oui. veulent assurer leur propre survie, puis surtout, lorsque c'est l'hiver, mais au début, c'est ça que, puis c'est aussi, c'est ce que j'essaie de mettre en relief, même dans le fil des kilomètres, il y a des villages où Il faut ça pas se passe salir. relativement bien. C'est-à-dire que, justement, les bouleversements sociaux, on va les endiguer avec des nouvelles structures qu'on va improviser, mais collectivement, pour D'accord. s'assurer que tout le monde ait à manger. J'ai pas lu tout le... Ok. J'en suis qu'au début. Non, Mhm. non, c'est ça, mais Mais ce que mais même c'est ça un peu à l'automne, dans le village quand même. Justement, bon, on a un malade, un blessé qui demande beaucoup de soins, qu'est-ce qu'on fait avec? On peut pas le laisser mourir, même si certains auraient peut-être Il y a une restriction de médicaments, puisqu'on peut pas, à un moment donné, on dit que... Mais absolument, mais Bon, donc, mais de le mettre, de ça le prend confier aux soins de matière, c'est déjà, tu sais, il reste, il y a un rapport à la civilisation, là, même si c'est pas dit comme ça, ou du moins, je crois qu'il reste là, dans le post-apocalyptique, si on prend, mettons, Cormac McCarthy avec La Route, La Route, hein, tu sais, c'est un roman qui a fait école, Mm. mais qui s'inscrit dans une longue filée de romans post-apocalyptiques, mais très beau. Mais alors, on est clairement dans un monde de la c'est fin pas du ça. monde, on est dans un monde de l'après. Mais le fait que ça soit une seule panne d'électricité, c'est un micro-apocalypse. La panne d'électricité, peut-être, mais ou c'est une micro-catastrophe. Tu sais, mais moi, je ne le vois pas du côté de l'apocalypse, mais je le vois du côté d'un dérangement social majeur qui reconfigure nos rapports sociaux. En tout Il y a- cas, il y a un livre. la question reste ouverte. Oui, ben oui. Voilà, Ouais, mais ça il y a un reste- livre ouais. qui joue aussi un petit peu, et pourtant ses partis pris sont complètement différents, Mhm. mais qui joue avec le fait que, est-ce que la sensation post-apocalyptique vient en fait des acteurs et des narrateurs qui eux le vivent comme ça ou pas? C'est dans la forêt de Gene Egland, Ben oui. où c'est assez comparable uniquement de ce point de vue-là, parce que les tenants et les aboutissants sont complètement différents, mais il y a bien cet aspect où c'est parce que c'est quand même des gens, bon, ils sont isolés, mais ils savent pas trop ce qui se passe. Mm. Et en fait, on voit d'ailleurs plusieurs des personnages, parce que là, c'est pas un vrai huis clos, il y a des gens qui passent, Mhm. qui font des hypothèses. Pour certains, c'est l'apocalypse, pour d'autres, pas du tout, non, c'est juste, voilà, c'est juste un trouble transitoire, Mhm. ça va se calmer bientôt, d'ailleurs, j'y vais, je retourne à la ville, il n'y a pas de problème. Et il y a quelque chose qui vient du fait que, on sait pas, Tourne à la Mais ville, vous voyez, armée. vous le racontez très bien. Puis dans la forêt de Gene Higland, aussi, il y a le personnage d'Ellie, qui va devenir le copain de la plus jeune des sœurs pendant 2 semaines et qui veut retourner à Boston parce qu'il a entendu justement qu'à Boston, la vie est reprise. C'est un peu de la même façon. C'est 2 romans qui sont très différents, mais où c'est le même schéma narratif. Cependant, dans la forêt, c'est dit de façon plus explicite. On parle d'un roman qui a été écrit en 1995 aussi, donc il y a plus de 20 ans, tu sais, où on dit que c'est la fin du monde. C'est dit que c'est le capitalisme s'effondre, et puis il y a un certain plaidoyer pour la fin du monde, je dirais, là, aussi qui est un peu plus, dont les lignes sont un peu plus évidentes.
C'est ça, explicite. Et moi, c'est justement ce que je voulais, c'est jouer, bien sûr, avec les codes de la fiction apocalyptique. C'est vraiment ça qui m'intéressait, d'essayer d'aller chercher cette tension-là. Et vous voyez, même quand je dis non, ça ne l'est pas, mais c'est justement, j'essaie de m'en garder. J'y crois, par contre, c'est pas de la frime. Mais je sais très bien qu'on est, on marche, on est nous sommes des funambules, là, sur le fil de cette réflexion-là. Et alors, je voulais poser une autre question, parce que du coup, toute cette histoire, quand même, dans un contexte global d'effondrement qu'on imagine et qu'on voit, est racontée par le détail. Mathias fait son pain. Pourquoi cette attention au détail est racontée à partir du détail? Parce que c'est ça qui donne corps au récit. Écrire, c'est ça. Écrire, c'est apprendre à dire des choses, mais c'est surtout apprendre à ne pas dire certaines choses. Et donc, comment on ne dit pas certaines choses, c'est pas juste en se taisant, c'est-à-dire c'est en disant d'autres. Donc, le détail prend son importance. Là, je vais de mémoire, je sais même plus si c'est dans le roman, ça va être enlevé, mais la violence avec laquelle, ou tu sais, l'énergie, c'est ça, avec laquelle Mathias peut pétrir son pain noir avant de le faire cuire, peut révéler ses états d'âme. La façon dont le personnage va regarder et décrire ce qu'il voit à travers la fenêtre et la neige va révéler aussi, son émotivité, où il en est intérieurement. Donc, tu sais, ça va révéler ce que j'appelle ses paysages intérieurs. Donc, c'est ça, le détail. Ce sont des petits miroirs qui sont révélateurs de ce qui se passe à l'intérieur des personnages. Donc, c'est une façon d'avoir accès aux personnages en faisant semblant de parler de quelque chose d'autre. Tu sais, la littérature est un art de la ruse, mais je le répète toujours, tu sais, c'est le... Ouais, non, c'est ça, là. Parce que, justement, c'est une des choses que j'ai trouvé vraiment très forte, magnifique dans le roman, c'est que cette relation entre les deux hommes, qui se construit lentement, qui s'apprivoise, il y a l'écho en arrière-plan de ce qui se passe dans le village, donc dans le village proche, on voit que les institutions sont effondrées, mais qu'il y a de nouvelles choses qui se produisent, qu'il y a de la violence, qu'il y a de la solidarité, et puis encore en arrière-plan, en arrière-plan, ce qui se passe dans l'ensemble du pays, qui n'est pas énoncé, qui n'est pas évoqué, mais que, évidemment, quand on est lecteur, on imagine ou on se pose la question. Donc ça, j'ai trouvé que c'était superbement fait, quoi. La correspondance entre la situation individuelle, l'arrière-plan et l'arrière-arrière-plan. Ce que je dirais tout simplement là-dedans, c'est ça, c'est un jeu de réfraction aussi, On essaie que tout participe non seulement au récit, mais bien au sens du récit. Donc, chaque détail, chaque plan, comme vous le dites, donc, participe ou est à l'image de la partie du récit où il se trouve, ou à l'image de l'histoire au complet. Donc, on est tout le temps dans une certaine portée allégorique, mais faut que ça soit trop appuyé. Donc, c'est ça quand on dit, surtout quand on décrit, par exemple, le troisième plan qui est les grands alentours, le village en bas, la montagne de l'autre côté, c'est tout aussi, encore une fois, pour évoquer ce que vivent les personnages, mais aussi quels sont leurs espoirs, quelles sont leurs craintes, parce que t'as Mathias qui regarde plus vers le village en espérant partir du village pour aller vers la ville, et t'as le personnage principal qui lui va regarder vers la forêt tout le temps. Pourquoi? Parce que la forêt, lui, l'espoir du printemps représente un moment où il va falloir partir en forêt pour retrouver sa famille. Donc c'est ça aussi, puis leur identité, c'est peut-être quelque chose dont on a parlé au Festival américain, mais que je trouvais très intéressant, c'est que l'identité des personnages, c'est quoi? Puis c'est ça qui est amusant en littérature, du moins, en littérature, ce que j'aime faire, c'est essayer de faire ressortir cette identité-là ce sont les rêves et les craintes qui définissent, dans le fond, l'identité des personnages. Nos propres identités aussi, on ne sommes pas tant ce qu'on fait, ce qu'on accomplit, plus que les rêves qui nous habitent et les craintes. C'est deux choses différentes, mais qui font partie de notre identité. Donc, ce sont des choses... Ce qui nous identifie, c'est des choses qui n'existent pas. Ce sont des choses vers lesquelles on tend ou qu'on essaie de fuir. Donc, c'est ce rapport-là. Donc, entre les différents plans, intérieurement, c'est un peu ce rapport-là aux choses. C'est-tu clair, ça? Ouais, ok. Les deux romans, ils sont placés sous les signes du labyrinthe, de mythologie.
toute façon, on ne s'est pas dit, mais de la bête, du Minotaure, de Thésée. Alors, dans le fil des kilomètres, la bête, on dirait qu'elle est une métaphore du passé. En tout cas, il y a un moment où le narrateur dit « Mon passé me talonne avec une espèce de tête affreuse, des cornes et une gueule béante. » Comme si son passé ne passait pas. Et puis le labyrinthe, c'est comme si c'était la métaphore de la quête de sens ou la quête de direction de son existence. Il essaie de trouver une direction. Et puis, alors là c'est peut-être mon interprétation, mais j'ai trouvé que les références à la mythologie, ça pointait aussi vers le père absent, parce que le père, finalement, le premier roman, il va le chercher, dans le deuxième roman, il l'a raté. Et la relation d'une relation qui n'existe plus, ou d'un passé, ou une relation entre fils et père. Donc voilà, j'ai envie que vous nous parliez de ça, de ces références à la mythologie et de... Il y a plusieurs choses. L'idée aussi, c'est ça. C'est le fil des kilomètres, c'est un roman de la quête du père, on s'entend là. Puis, l'idée de créer tout le temps un certain miroir, ou de mettre des éclats de miroir dans le texte qui sont des petits récits ou des petits fragments qui construisent et déconstruisent, dans le cas du fil des kilomètres, le mythe du Minotaure. C'est pour, encore une fois, ça, nourrir et étoffer le sens du texte. Le fil des kilomètres, c'est quoi? C'est un labyrinthe en ligne droite. Donc, si ça peut sembler une formulation assez paradoxale, c'est le paradoxe, c'est ce qui nous intéresse, hein? Donc, le labyrinthe en ligne droite, c'est la vie du personnage aussi, hein? Donc, c'est un peu ça. Pourquoi j'ai une vie aussi monotone et je m'y sens aussi perdu. Et après ça, formellement, un peu dans la réécriture des mythes, qui est comme dans le Poids de la neige, ou dans le fil des kilomètres, j'ai réutilisé le même procédé. Donc, on retrouve certains passages en italique qui vont rythmer les principales parties du texte. Mais, encore une fois, moi, je n'ai pas su résister à la tentation de réécrire aussi les mythes. Tellement d'écrivains l'ont fait depuis 2500 ans, d'Ovide, puis à Marguerite Yourcenar, on réécrit sans cesse. Donc, des fois de façon plus explicite, tout ça. Puis donc, moi, à ma façon, j'ai voulu me les réapproprier aussi. Parce que ce sont des récits qui me fascinent, c'est aussi simple que ça. Ça fait 2500 ans et plus que ces mythes-là perdurent, puis on n'est pas arrivé à en épuiser le sens. On s'y recompte encore, puis on est là. Non, mais la signification, c'est encore un moteur. Donc, ces mythes-là contiennent toute la littérature, en quelque sorte. Ou la fondent. Mais je me suis dit, pourquoi je pourrais pas me permettre une certaine liberté que, justement, la littérature, en tout cas, elle dessine cette fenêtre-là, c'est de changer la fin des mythes. C'est-à-dire de renverser un peu, de jouer avec le sens fondamental du mythe en inversant sa fin et donc en changeant complètement sa signification. Dans le fil des kilomètres, on a le mythe du Minotaure, je vais parler de lui, parler un petit peu aussi du Poids de la neige après, mais le mythe du Minotaure, on le connaît, c'est Thésée qui rentre dans le labyrinthe avec le fil d'Ariane pour aller tuer le Minotaure, et grâce au fil d'Ariane, il va pouvoir ressortir vainqueur, après avoir tué la bête. Moi, je me dis, et s'il n'y avait pas de bête réellement dans les labyrinthes? Donc, on a un personnage qui rentre dans le labyrinthe en voulant tuer quelque chose qu'il ne connaît pas, même si un monstre c'est mystérieux, non. Et s'il ne le trouvait pas, qui après plusieurs jours est assoiffé, fatigué, sombrait lentement dans une certaine folie, et qui avait finalement l'impression de l'apercevoir un peu à l'heure du couchant ou à l'heure où les ombres s'étirent sur le sol et qui poursuivait la bête avec son épée partout dans le labyrinthe en donnant des coups et qui, en même temps, tranchait à autant de reprises le fameux fil rouge d'Ariane, et donc en rompant la possibilité de son retour, et donc ne tuant aucune bête. Et au final, il y aura peut-être une bête dans le labyrinthe, mais ce sera peut-être pas la bête qu'on s'attendait à trouver, c'est peut-être en entrant dans le labyrinthe, on se transforme soi-même en bête. C'était un peu ça dans ce rapport-là à la crainte, à la peur. Et donc, ça ouvre plein de portes de signification.
Puis c'est la même chose avec le poids de la neige, hein. Au lieu d'avoir un Icare qui s'envole parce qu'on reprend le mythe du labyrinthe, on a Dédale et Icare, on s'en est du labyrinthe. Dédale dit à son fils, on les connaît bien avec la cire et les plumes, on va pouvoir voler, va pas trop bas. Finalement, Icare, symbole de la jeunesse et de la quête d'absolu, il s'envole vers le soleil, la cire fond, hein, il tombe dans la mer. Et voilà, tu sais, c'est un peu, c'est le mythe qui signifie justement la quête d'absolu qu'on attribue à la jeunesse, et tout ça, la démesure, l'hybris, en grec ancien. Mais je me dis, si on inversait un peu le truc, c'est-à-dire que si Dédale disait en quelque sorte à son fils, fais ce que je te dis, mais ne fais pas ce que je fais. Et donc, Dédale, c'est ça, Icare, pardon, en écoutant bien les conseils de son père, ne vole ni trop haut ni trop bas, hein, et sagement va suivre les conseils qu'on lui a prodigués, va se rendre de l'autre côté. Et pendant ce temps-là, Dédale, lui, en fin de vie, n'ayant plus rien à perdre, se dit enfin, et là qu'il vole en plus, se dit enfin, moi je vais aller vers le soleil, moi je vais aller vers la lumière, moi je vais aller rechercher vers ce que j'ai toujours cherché, etc., etc. Et donc, cette quête de l'absolu, pourquoi on l'accorde à la jeunesse plutôt qu'à est-ce que l'âge a vraiment à jouer là-dedans? Et donc, dans les petits passages en italique qui représentent la mythologie dans le poids de la neige, c'est Dédale qui monte jusqu'au soleil, contrairement au mythe originel, tu sais. Puis donc, c'était juste en revisitant les mythes de cette façon-là, pour leur donner un sens nouveau, qui, à mon sens, sont un reflet, encore une fois, du récit principal qui est raconté dans l'histoire, dans le roman. Alors, il y a une autre allusion, un autre clin d'œil, enfin, clin d'œil classique, mais il y a notamment un moment, l'histoire de ces deux vagabonds qui discutaient au pied d'un arbre en attendant que quelqu'un qui n'arrive jamais. Voilà. Cette référence, elle nous éclaire pas seulement sur les deux hommes, mais aussi sur l'incertitude de tout ce qui les attend. Ce qui les attend dans ce moment d'effondrement de la société, des institutions, du fait de la grande panne. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une chose que j'ai trouvé vraiment magnifique dans le roman, c'est que c'est en huis clos, mais ça ouvre sur tous les futurs possibles. Ben absolument. Puis, mais tu sais, le passage que vous avez cité aussi, hein, c'est un texte qu'on connaît très bien. Puis ça, c'est en jouant, c'est le même procédé, là. Puis je l'ai fait, j'essaie non plus de pas, là, quand j'en parle, j'ai l'impression que c'est martelé un peu dans le texte. J'espère que c'est pas l'effet que ça vous a fait, mais tu sais que ça reste subtil, ces références-là. Moi, on veut pas dire, regardez comme j'ai une culture classique, là, c'est pas ça le concept, là. Non, on s'entend. C'est juste de faire référence à des textes, moi, que je trouve forts, parce qu'ils nous ont précédés, parce qu'ils vont nous survivre, puis qui sont fondamentalement beaux, puis qui nous enseignent des choses sur la vie, tu sais, des choses très ambiguës, certes. Et donc, ce passage-là, un ou deux hommes assis au pied d'un arbre attendent quelqu'un qui n'arrive jamais, on parle de... Ben, bien sûr, c'est ça, qui est un peu, au final, tu sais, même si on est très loin, tu sais, en apparent de l'ambiance du poids de la neige, mais on a quand même une situation fortement similaire, tu sais. Donc, si on n'est pas dans un humour, c'est dans l'absurde dans mon cas, mais c'est quand même deux personnages qui attendent quelque chose qui est le printemps, mais qui ont l'impression qu'il n'arrivera jamais. Donc, c'est la même disposition. Donc, c'est juste comme l'écho à travers certains textes. Il y en a d'autres. Il y a une petite référence à 100 ans de solitude, à Robinson Crusoe. Mais à des textes qui m'ont marqué, dans le fond, puis que j'étais... Comme c'est ça, parce que nous sommes des êtres faibles. Moi, les tentations, elles sont nombreuses, puis moi, j'ai de la misère à y résister dans ce sens-là. Puis là, c'était c'est juste de venir, puis tout le temps de mettre ça dans la bouche de Mathias, qui est lecteur aussi, sans jamais nommer les titres, parce que moi, je nomme jamais rien, pour pas que quelqu'un qui n'a pas lu ces textes-là aussi, c'est ça, hein, ça c'est très important. Puis dans le langage simple, tu sais, que j'essaie de plus simple possible, du moins, moi, je veux pas que... Je me disais toujours, moi, je veux que mes oncles et mes tantes, qui sont d'un milieu extrêmement populaire, qui lisent très peu, mais puissent lire, par exemple, mon roman sans se sentir exclus s'ils n'ont pas vu, par exemple, la référence dans Attendant Godot. Ils peuvent lire le passage, puis ils le voient comme une métaphore. Vous voyez un peu, c'est ça. Là, donc, il y a plusieurs niveaux. Oui, c'est ça. Tu sais, mais l'important, je pense, c'est de respecter un premier niveau qui se tient, puis qui est sans faille. Après ça, il peut y avoir d'autres possibilités de lecture, mais donc... alors que si on dit dans un texte
comme Samuel Beckett le disait, dans telle pièce, nanana. Alors là, ça c'est beaucoup plus lourd un peu. Et quelqu'un qui n'a pas lu ça, ou du moins dans une classe un peu plus populaire, ou juste moins lettrée, mais qui va s'aventurer dans une lecture comme celle-là, il va se sentir exclu, et donc va peut-être avoir tendance à garder le texte plus loin collera pas au récit, va déjà. Donc, c'est vraiment dans ce jeu-là, là, des références c'est important d'avoir moi une ligne qui était très simple. Moi, j'ai une question par rapport à ça, justement, parce que j'ai vu que le roman avait eu un prix, le prix des collégiens. Ouais. C'est ça. Et vous avez échangé avec des collégiens, ils vous ont posé des questions. Quel genre de ressenti ils ont eu par rapport à ça? Est-ce qu'ils voyaient ça comme un roman post-apo? Ou juste, est-ce qu'ils ont ressenti, enfin, est-ce qu'ils ont vu toutes les références qu'il pouvait y avoir? Est-ce qu'ils ont... Ils ont fait, règle générale, là, que j'ai rencontré, ou dans les débats auxquels j'ai assisté, ouais, puis j'ai participé plutôt où on posait des questions, je me suis dit, finalement, j'ai dit, la génération qui nous suit n'a rien à nous envier en termes d'acuité intellectuelle et d'autonomie, liberté de penser et esprit d'analyse. Les jeunes ce sont de féroces lecteurs et ils ont fait une lecture extrêmement pointue sur plein d'aspects. Là, ça j'ai été vraiment... je l'espérais, mais j'ai quand même été agréablement surpris. Là. C'était vraiment le monde. Puis on parle, c'est quand même des lecteurs des jeunes qui ont au cégep, à l'orée de la vingtaine peut-être, là, mais tu sais, collège? Ben nous, c'est ça, le cégep, le prix des collégiens, pour nous, c'est ça, c'est pas la même chose. C'est ça, c'est vraiment ça. Ah oui, donc là, on est pas... Je voyais plus jeune. C'est ça. D'accord. Ok. Mais, donc forcément. C'est ça. Mais je fais une parenthèse. Après ça, c'est sûr que c'est autre chose. Mais dans la tournée France-Québec, finalement, je me suis retrouvé à parler. Au début, je me demandais bien pourquoi faire cette rencontre-là. Parler de mon roman à une classe de CP2. Wow. Et là, moi, je voyais pas nécessairement l'intérêt. Mais tu sais, je comprends. Mais bon, on se prête au jeu, ok. Et finalement, ça a été une très très belle chose. Pourquoi? Parce qu'il y avait un super institut mais qu'ils avaient préparé. Ça faisait un mois. Ils n'avaient pas fini le roman, mais à chaque fin de journée d'école, ils disaient 5 pages du roman ensemble. Puis on discutait, parlait des personnages. Puis c'était des questions. Après ça, très simples, ils vont me poser pourquoi Jonas est comme ça. Depuis quand voulez-vous écrire? Mais des choses toutes simples comme ça, mais c'était quand même puis là, il y en avait préparé des questions aussi, là, ça était quand même dans une mission pédagogique. Mais ça a été un très beau moment d'échange. Je dis pas après ça on fait une tournée dans des classes de CP pour faire une tournée littéraire, c'est pas ça que je dis, mais finalement, on peut, quand on se prête au jeu, puis un contexte est favorable, on peut être souvent surpris, tu sais, si j'avais décidé de comme un peu de me braquer, mais qu'est-ce que je fous là, moi, j'aurais pas eu accès à ça, puis ça a été vraiment un moment très beau. Puis, c'est une anecdote, là, mais le poème, il y a un petit poème au début, vous savez, puis, peux-tu vous le lire? Ça vous gêne pas, non? C'est une ligne, pas une ligne, une page. Aujourd'hui, le temps a métallisé la neige et le silence s'est réjoui. Pour mieux se confondre, des traits blancs se précipitent au sol. Des montagnes s'accrochent sur les écorces des arbres et sur des bras épineux. Les verts disparaissent, les bleus deviennent opalescents, les contours des bruns et des roux s'estompent, et par moments, un oiseau tire un trait noir dans cet espace accéléré. C'est un poème tout simple. L'immobilité de la nature, le trait noir des êtres vivants. Et c'est un poème qui a été écrit par mon père et que j'ai trouvé par hasard. Mon père était sculpteur, c'est dans ses gribouillis, que j'ai perdu quand j'étais jeune. Puis donc, une façon c'est une anecdote, je me permets de la compter, je vais compter de temps en temps, mais c'est juste quelque chose que je trouvais fondamentalement beau. Puis à un moment donné, en fouillant dans ces boîtes, je tombe sur ce poème-là, alors que j'étais en plein chantier de mon roman. Là, j'ai fait... en 84, j'avais 2 ans, mon père a écrit un poème qui décrit parfaitement l'ambiance que j'essaie de mettre sur pied. Tu sais, puis donc c'est devenu
le poème en Il y a des internet, signes, des et fois. la classe de CP qui avait et donc c'est un sujet que vous comprenez à la fois, c'est sensible, c'est beau, tu sais, mais avait préparé une lecture en canon de ce poème-là, sans trop savoir l'anecdote derrière. Et là, retenir, mais c'était une surprise totale. Et là, retenir, mais j'ai essayé de me contenir, mais j'ai été ému. Et, non, mais c'était beau, puis ça, ils font bien, puis de façon naïve, tu sais, puis en plus en canon, en lisant, tu sais, c'est des petits bouts par, tu sais, c'était vraiment beau, là, puis donc. C'était au début ou à la fin de la rencontre, ça? C'est à la fin. C'est à la ça fin. va. Ouais, c'est J'ai ça. lâché une petite larme. Oui, c'est ça, c'est à la fin. Tu sais, mais donc, tu sais, c'est le... Mais bref, tout ça pour dire que le prix des collégiens, c'est autre chose. D'accord. Mais n'empêche qu'il faut ne jamais sous-estimer qui que ce soit qui prend un livre dans les mains. C'est ça aussi, tu sais, puis notre mission, même en temps, là, c'est un peu le professeur aussi en moi qui parle, là, mais quand quelqu'un prend un livre, tu sais, c'est aussi qu'il veut apprendre avec le livre, mais pas nécessairement de façon pédagogique, mais on recherche quelque chose. C'est ça, c'est pour ça qu'on est lecteur, parce qu'on recherche des choses sur la vie, on cherche à se divertir, certes, mais à se divertir en nourrissant une partie de nous, tu sais, puis des appétits des fois qu'on n'arrive même pas à nommer, mais c'est ça, tu sais, donc faut jamais sous-estimer quelqu'un qui tient un livre, peu importe qui. Hein, ça c'était mon petit, ça c'était mon petit discours. Ça mérite un peu. Mais c'est vrai, sinon on se coupe de belles choses. Ouais. Et alors, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur celui sur lequel tu travailles maintenant? Brièvement, j'ai de la difficulté, ne suis pas très friand de parler des projets en cours, mais étrangement, hein, il y a aussi une filiation avec les deux romans donc, qui précèdent. On trouve un personnage qui boite, qui s'en va en forêt à pied, une forêt qui est étrangement peuplée parce que beaucoup de gens sont allés s'y réfugier pour fuir une mystérieuse panne d'électricité et qui s'en va retrouver sa famille parce qu'il a besoin de redonner du sens à son existence, puis la seule ressource ou la seule bouée qu'il voit, tu sais, dans cette tempête qui est sa vie, ce sont les membres de sa famille qui se sont réfugiés dans un camp de chasse très loin en forêt. Ah, donc ça donne quand même des indices que, hein, quand c'est pour ceux qui ont lu le roman. C'est au printemps ou... C'est printemps, ça se déroule printemps-été. Ça se déroule à peu près du mois de mai au mois de septembre. C'est printemps-été. On est vraiment dans une mais encore une fois, c'est un roman qui va être entièrement indépendant, qui aura absolument rien à voir avec les deux autres. Je dis ça en Personne riant. s'appelle Mathias. Hein? Personne s'appelle Mathias. Non, mais on retrouve étrangement un protagoniste hein, qui boite et dont le Est-ce que prénom commence par un Christian. J? Non? Le Du prénom commence personnage. par- Peut-être. Personne ne le sait. Surtout pas moi, en tout cas. Bon, merci. Je pense que vous avez compris que c'est le roman idéal pour offrir. Acheter Moi, pour j'ai vous-même quelques et petites offrir. questions. Ah oui, j'ai allez-y, quelques petites allez-y. questions, bah oui, Alors. parce que je l'ai lu en même temps avec le regard, en sachant qu'on allait en discuter en groupe, en gros groupe. Ouais. Ouais, donc j'avais quand même un peu ce regard-là au départ. Et moi, j'ai compris page 120, hein, pas chapitre 41, ce qui était les têtes de Mhm. chapitre. Ben oui, Quand c'est très subtil, ça, c'est Ah oui, dit je l'ai là, pas puis après vu. ça, il n'y a plus d'autres indices. Ah non, je l'ai pas vu. Et puis c'est page 120, je sais pas, ça fait tilt. Et quand même, je me posais des questions sur le choix. Pourquoi vous démarrez avec 38 et pas, je sais pas, 22 C'est déjà donné. Quand même, je me suis posé des questions sur tous ces chiffres. Donc, je les ai tous notés. C'est un véridique. J'avais un papier de brouillon. Je l'ai noté en forme d'escargot, comme ça, parce que je n'arrivais pas jusqu'où j'allais aller. Il se termine par 7. Ouais. Enfin, voilà. Et puis, quand même, il y avait... Alors, je fais un petit parallèle. Alors, vous me dites si je vais trop loin, et vous me dites aussi si ça ne me regarde pas. Mais, quand même, j'ai trouvé que tous les prénoms sortaient de la Bible. Oui. Enfin, il y a Joseph, il y a Maria, Ouais. il y a Mathias, il y a Jean, il y a, je ne sais plus tous, là, mais alors... Il y a Jules, il y a... Non, mais on n'a pas un il y a Kevin, Jacques. je sais pas quoi, un Grégoire, quoi de Grégoire. Enfin, je connais pas bien la Bible, hein, mais je me suis dit quand même, quoi. Et je me suis posé des questions par rapport aux chiffres, justement. Est-ce que, et c'est, enfin, après le dégel, ça redescend, on a bien compris, Mhm. mais
je me suis demandé pourquoi. Alors, je l'ai jeté le papier, je l'avais pris en photo, mais parce que j'ai un copain qui connaît bien la Bible, je lui ai dit, tu veux pas essayer de me décoder ce truc-là? Essaie de voir Oui, juste ça, les je chiffres, sais. tu les lis, voir si ça te parle. Et après, il a laissé tomber, il m'a dit, tu me fais chier. Mais je me suis quand même posé cette question. Est-ce que, peut-être que ça n'a aucun... Le 38 démarre parce que 38 ans, parce que 38 je sais pas quoi, parce que... Mais si jamais vous êtes capable d'associer ça avec certains versets de la Bible, que vous arrivez à juste faire une cohérence là-dessus, je vais vraiment vous applaudir et vous dire si Non, mais je vais bravo. pas faire... Mais a priori, Non. j'aimerais bien vous dire que ça, mais non, c'est vraiment à des fins temporelles. Ah ouais, C'est-à-dire ok. que, bon, je voulais commencer l'hiver, je vais pas commencer à zéro. Par exemple, dans le fil des kilomètres, bon, on commence les 15 premiers chapitres, c'est le kilomètre zéro parce qu'il est pas encore parti. Ouais. Alors que là, je vais changer de procédé, même si ça se ressemble. Donc, on commence l'hiver. L'hiver est commencé. Et donc, il y a 38 cm de neige. Puis, c'était juste de jouer après ça sur l'ambiguïté. Et si le prochain chapitre, après le chapitre 142, c'est le 183, ben, c'est qu'il y a eu beaucoup de neige entre les deux. Est-ce que c'est qu'il y a eu une grosse tempête ou c'est qu'il s'est écoulé voilà, 10 jours? Je me suis quand même interrogée C'est sur ça. le pourquoi de ces chiffres-là et pourquoi pas d'autres, même si ça montait et que ça redescendait. Et peut-être aussi parce que je trouve justement, c'est une écriture assez ciselée. Je trouve que le présent, du coup, c'est au présent, mais du coup, ce présent, il est dense. Il est, on y est. Enfin, moi, j'y étais. Moi, j'étais complètement avec eux. Enfin, j'étais dans la pièce, j'étais là, j'avais les odeurs, enfin, tout ce qui est décrit. Je trouvais que c'était très dense, très, très, très lourd, mais dans le sens positif du terme. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose d'aérien comme ça. Et du coup, enfin, mais ça, c'est mon délire à moi. Hein. Mais le fait Vous appropriez le texte, ça, c'est... Complètement. ça, Du coup, j'ai trouvé, parce qu'on a les couleurs de ciel, enfin voilà, j'ai trouvé que, et le fait de parler de dédale, je trouvais que justement, il y avait ce contraste entre cette écriture très précise finalement, où on est vraiment là, moi je voyais tout, quoi. Et à côté, ces chiffres-là qui étaient... Alors, surtout que j'ai compris page 120, donc il se passe des choses hein, jusqu'à 120 quand même. Et à chaque fois, je notais les chiffres. Je me disais, mais c'est quoi enfin, mais c'était vachement bien enfin, pas de se perdre, mais justement, c'est-à-dire d'avoir comme ça comment dire, ce petit truc là qui faisait tindin, tu comprends rien. Ben voilà, il y avait un petit côté comme ça qui n'était pas désagréable en fait. Je trouvais ça assez rigolo. Mais oui, les choix des prénoms. Mais non, vous c'est ça. aviez, vous aviez absolument raison. Ce sont tous des prénoms tirés de la Bible. Ce sont tous des prénoms en J, Oui, sauf deux. sauf M, Sauf Maria. Maria et Mathias, Et Mathias. qui, étrangement, sont les deux personnes les plus près ou qui ont le rôle principal dans la rémission du personnage, du protagoniste. Et il y a une raison aussi, c'est des prénoms de la Bible. On sait Mathias, on a pu parler, mais aussi de manière générationnelle. Mathias, c'est quand même quelqu'un qui a grandi avec qui on le sait, il l'explique un peu, dans qui est héritier, dans le fond, d'une pensée religieuse assez forte, hein, même si on sent que lui n'est pas si pratiquant, mais qui a quand même un certain niveau de croyance. Tu sais, il prie, tu sais, c'est très discret son truc, tu sais, mais il fouille dans la Bible aussi, tu sais, les paraboles, hein, et on retrouve aussi certaines paraboles bibliques que Mathias raconte au personnage principal. Et donc, les prénoms, comme ça, c'était un clin d'œil assez formaliste, que ce soit dit, mais pour étoffer un peu le sens implicite ou l'importance accordée aux références bibliques. C'était vraiment juste pour gonfler un peu. Et le clin d'œil principal que j'ai compris après coup, c'était même pas réfléchi au départ, là, je trouve ça bien drôle. Sinon, à part Mathias et Maria, tous les prénoms sont en J. Oui. Et ce sont tous des prénoms bibliques. Il y a un seul prénom en J, biblique, qui n'est pas nommé, en tout cas dans les communs, et c'est... Jude. Non, Jude est dans... Ah bah oui, c'est Judas. Judas, ben il y a Jude du Judas, Jude, ça il est nommé. Jonas. Jonas est là, c'est un peu le fou du village, hein, et il y en a plein. Mais le personnage biblique Jésus, je sais. qui est au centre de tout, et étrangement, le protagoniste, c'est un je.
C'est un jeu Ah, aussi ouais, avec ouais, un ouais. J. Mais là, tu sais, je délire déjà en disant ça. Ça, c'est des cohérences que j'ai tissées après un peu le sourire en coin. Puis, je veux pas dire, tu sais, ça, c'est un peu folichon, même, tu sais, de faire cette association-là, parce que c'est pas une figure christique, n'empêche, le personnage principal, mais je trouvais ça quand même drôle de juste, de jouer, c'est vraiment un niveau formaliste, mais pour, encore une fois, c'est ça, pour faire un clin d'œil biblique encore plus étoffé que les simples références des paraboles, ou le simple fait de dire que Matthias est héritier d'une culture catholique très, très forte. Et comme c'est le cas aussi, hein, beaucoup au Québec, comme vous savez, au Québec, le clergé et l'État se sont séparés en 1960 à 1970. C'est hier, là. C'est récent. C'est ça, là. Moi, mes parents ont été à l'école avec des sœurs, ou dans des pensionnats avec les prêtres et les frères qui enseignaient. Donc, c'est très présent, ça, encore au Québec, même si on est plusieurs dans une génération, on est même plus baptisés, on n'a plus d'attachement à ça, mais la génération qui nous précède, oui, vraiment. Et puis même s'ils sont défaits, ils sont quand même porteurs de ça, et souvent, il y a aussi une certaine, si le rapport à l'institution religieuse, c'est complètement effrité, il y a un certain rapport à la foi qui persiste, et qui est pas, moi, quelque chose qui est équibeau. Il y a quelque chose je suis sensible à ces personnes-là qui racontent leur rapport à la foi, mais pourquoi? Parce qu'ils ont grandi avec. Puis ils disent, mais c'était ce qu'il y avait de beau malgré tout ça, hein, parce que c'était pas drôle non plus, hein, la religion au Québec, elle avait même mise sur toute la population, sur comment agir, et puis c'est pas pour rien que les familles sont nombreuses au Québec, parce que des familles de 12 puis de 14, parce qu'il y en avait pas le choix, hein. Si une femme avait juste ses enfants, là, le curé du village, il venait cogner à les portes les dimanches, puis est-ce qu'on a un autre qui s'en vient? Non, mais c'est tout ça, des choses vraies, là. Mais donc, genre, mais juste, la foi, c'est là où il y a quand même une zone je dirais, de beauté, tu sais, qui persiste. Puis je voulais aussi mettre ça en relief un peu à travers le personnage de Mathias. Tu sais, c'était de travailler à ma façon, ma sensibilité pour l'héritage que transportent encore ces gens, tu sais, apportent encore ces gens.